Bien le bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, nouvelle réflexion de mon petit carnet. Alors la réflexion numéro 3, aujourd'hui, se nomme les castes. Alors je commence tout de suite, hein. Nous allons aller de l'avant. Je sais pas comment je parle. Allez, je bois ma petite chicorée d'ailleurs là, hop là. Merde, bon, fallait que ça arrive un jour. Alors, les sociétés dites traditionnelles, entre guillemets, s'organisent autour d'un système de castes. Le plus connu étant certainement les 4 castes indiennes. L'Occident n'est pas en reste. On retrouve au Moyen-Âge 3 castes distinctes. Oratores, ceux qui parlent, ceux qui prient. Alors, vous m'excuserez mon accent latin, j'essaie de faire de mon mieux, n'est-ce pas? Donc, oratores, ceux qui parlent, ceux qui prient, la caste des prêtres. Beratores, ceux qui se battent, la caste des guerriers. Et laboratores, ceux qui travaillent de leurs mains, donc les paysans. Existent aussi les hors-castes, qui sont les criminels et certains marginaux. On parle le plus souvent du tiers-état, symbolisé en pyramide. Donc là, c'est ce qu'on a en Occident, notamment. Pyramide hiérarchique, certes, mais aussi représentative de la quantité d'individus présents. Ben oui. Les castes basses étant aussi nécessaires comme support aux castes supérieures. On peut y voir une analogie avec la pyramide moderne de Maslow. Donc la pyramide de besoins, besoins physiologiques, manger, dormir et compagnie, besoin de sécurité, il me semble. Bref, il y a 5 paliers de pyramide, on peut y voir une projection, même si elle est tout à fait inexacte, au sens où chaque palier supérieur a besoin du palier inférieur pour exister, pour subsister. Voilà. Et chaque palier supérieur est réellement supérieur au sens où il apporte à l'individu quelque chose de plus. Donc les castes supérieures apportent quelque chose à la société, quelque chose de plus. De Maslow. Les castes sont aujourd'hui disparues au profit des classes sociales. Là où les castes s'organisent en fonction de la qualité des individus, donc la qualité, le caractère propre des individus, les classes, elles, sont un rapport de force purement économique et quantitatif. Donc les classes marxistes, le rapport matériel entre les individus, la quantité de matière qu'on possède au final. L'idée derrière cette réflexion n'est pas de promouvoir un système déterministe au sens profane et aliénant, bien au contraire. Voilà, donc dire d'une caste, lorsqu'on parle de caste en général, il y a l'idée derrière que on est dans une caste et on y reste toute sa vie. Bon, c'est totalement faux. D'ailleurs, je vais en parler ensuite. Une idée reçue veut que la caste soit héréditaire, ce qui est faux. Effectivement, l'histoire dénombre un nombre très important, notamment on voit beaucoup ça dans la royauté, puisque c'est très connu, de castes de noblesse qui dégénèrent pour devenir des petits bourgeois de merde. C'est d'ailleurs ce qui a mené à la Révolution française, entre autres. Voilà. Le fruit tombe, certes, au pied de l'arbre, mais il arrive que celui-ci finisse bien plus loin. Voilà. Soit de l'arbre divin, soit de l'arbre du paysan, n'est-ce pas? Le fruit roule, comme ça, des fois. Ça arrive. Le fruit, c'est vous, vous avez compris. Les castes servent ici de grands groupes d'archétypes. Archétypes au sens profane du terme, pas au sens... au sens profane du terme. Et certains de ces archétypes sont à cheval entre plusieurs castes. Oui, parce que ces castes-là, elles ont beau être, effectivement, des grands groupes d'archétypes, il y a un certain type d'individus qui sont un petit peu entre les deux, quoi. Je vais donner quelques exemples plus tard. Les individus possèdent tout un tas de caractères, de qualités parfois contradictoires. Certains d'entre eux sont cependant plus influents et dominants que d'autres. Oui, parce que, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, tous ces archétypes jungiens que nous possédons, comme des organes certes, je pense qu'ils ne sont pas universellement répartis, mais plutôt qu'ils ont une proportion différente d'un individu à l'autre, ce qui va influencer nos comportements et le type de travail, au sens très large du travail, que l'on pourra faire dans le monde. Le système de caste constitue donc une méthode symbolique pour dégrossir son individualité et la faire converger vers l'essentiel, dans l'optique de parfaire cette qualité propre. Voilà. Donc voici l'optique toute propre à ce texte et à ce discours que je tiens. C'est d'utiliser le système de caste comme un répertoire, si vous voulez, des grands paradigmes humains pour voir où est-ce qu'on peut se situer et quelles sont nos qualités propres et nos vices.
en fait, à travers ce système de caste. Voici donc les 5 grands paradigmes. Donc on commence par le bas. Tout en bas, gît la lie de l'humanité. Les délinquants, les criminels, l'oisiveté permanente, le nihilisme, la quête de facilité, la décadence et la dégénérescence. Elle est la non-caste, le pôle négatif de l'humanité, le non-être, satanique au sens étymologique d'adversaire de l'homme, hein. Tout ce qui est adversaire à nous, à notre capacité d'exercer dans le monde, c'est ce qu'on appelle étymologiquement le Satan. Hein. En hébreu, Satan veut dire adversaire. Voilà. Donc on revient à l'étymologie, on comprend mieux le sens des mots et comment ils sont utilisés, même si parfois ils sont utilisés de façon délirante. De ce qui agit contre notre réalisation individuelle. Bon, je viens de le dire. Elle est la poubelle de l'humanité, où chaque individu est susceptible de tomber lorsqu'il est incapable de se réaliser. Elle est aussi la destinée propre d'un petit nombre d'individus, les criminels ontologiques. Ceux-ci trouveront leur salut dans le cruel ascèse de la prison. Alors je précise, c'est qu'effectivement, je pense qu'il existe, et nous avons quelques témoignages de cela qui sont rares certes, mais qui existent, qu'il y a une très petite portion des individus, et une petite portion de la criminalité en réalité. Là on est à, je pense, autour de 4% de criminalité, il me semble, en général. C'est pas 4% de criminalité qui représente les criminels ontologiques, hein, ce que j'appelle les criminels ontologiques. Ce ne sont pas non plus les psychopathes complètement dégénérés, qui n'ont peut-être pas leur place en prison, mais peut-être plus dans un hôpital psychiatrique à vie. Voilà, donc ce sont les gens qui n'ont aucune capacité de discipline propre, mais vraiment au niveau 0, et pour qui la prison va apporter un cadre, même s'il est extrêmement limitant au niveau de la liberté individuelle, certes, mais un cadre qui va leur permettre de s'accomplir tout de même, et c'est extrêmement rare. Nous avons quelques témoignages de gens qui disent préférer être en prison parce qu'ils font des conneries dehors, quoi. Ça existe. C'est rare, mais ça existe. Il faut le prendre en compte. Vient donc la première caste, celle du labeur, laboratores. L'immense majorité des individus s'y retrouvent. Ce sont évidemment les paysans, les ouvriers, le prolétariat en somme, pour parler en termes marxiens. Alors, je ne sais pas si on dit marxien ou marxiste, hein. Je veux dire marxien parce qu'on parle de philosophie hegelienne, on parle de machin, donc philosophie marxienne. Bon. Mais aussi les artisans, les cuisiniers, les jardiniers, les bâtisseurs. Ils sont ceux qui manipulent et transforment la matière dans le monde et tirent leur salut, ou le sens de leur existence si vous préférez, par le souci de la qualité de leur travail. Sa némésis est cause de sa dégénérescence, l'aliénation par la répétition mécanique. Alors il y en a d'autres, hein, puisque c'est une caste qui tire son essence de son travail physique, matériel, bien connu, hein, on va dire, voilà. Aujourd'hui on oppose souvent cette caste-là aux bourgeois, dont on va parler juste après, qui est la caste intellectuelle et des administrateurs, bref, je ne vais pas spoiler quand même mon texte, hein. Et oui, il y a aussi l'oisiveté qu'on peut retrouver chez eux et une forme de jalousie, hein, pour parler en termes de péché chrétien, disons, qui est vraiment caractéristique de cette caste-là, même si les autres existent aussi. Hein. Parce que je le répète, bien sûr, nous en tant qu'individus, nous avons des qualités. Hein, quand je dis qualité, je parle de caractère, je ne parle pas de qualité au sens positif. Je parle de qualité au sens caractériel, au sens spécifique, au sens où va notre énergie naturellement. C'est-à-dire que, j'aime bien l'expression, nous avons les qualités de nos défauts, et inversement, les défauts de nos qualités, hein, ce qui est propre au caractère. C'est pour ça que je parle de qualité de façon plus générale. Car il faut le préciser, chacun de ces ordres, donc de ces castes, possède un pôle noble et aristocratique, menant à la grâce, ainsi qu'un pôle vil et décadent, menant à la sortie de celle-ci, donc vers la non-caste. Hein. Donc le pôle noble aristocratique, il n'est pas propre à la bourgeoisie ou à la noblesse. Noblesse au sens classique du terme. C'est-à-dire que un ouvrier, dans toute sa... un jardinier, hein, peu importe, il peut arriver à un sommet, à, si vous voulez, un magnum opus, au sens alchimique du terme, de ce qu'il fait, de sa pratique. Hein. Et tout individu, dans sa caste propre, peut ainsi dégénérer et devenir une merde. Voilà. Et donc, on a rendu la caste de labeur une merde par l'aliénation de la machine, entre autres. Aujourd'hui de l'IA. Hein. Voilà. Cela est parfaitement évident au vu du phénomène historique, donc là je parle de la dégénérescence des castes. Cela est parfaitement évident au vu du phénomène historique d'involution des castes, largement traité par le biais de la dialectique historique hegelienne, puis chez Marx. Voilà, donc ça c'est toute l'idée justement derrière, par exemple, le gallicanisme,
français ou disons des conflits qu'il y a entre le pouvoir temporel français royal et l'Église. Hein. Chacun veut s'accaparer une partie du pouvoir. Le pouvoir, par exemple sous Louis XIV, finit par, quelque part, par la monarchie absolue, récupérer la totalité du pouvoir. Bon, peut-être pas que Louis XIV, hein, je connais assez mal, disons, cette précision dans l'histoire, mais il faudrait voir, c'est beaucoup plus criant dans la Révolution française, avec justement la caste des bourgeois, qui, lorsque la caste des nobles dégénère totalement, elles deviennent voilà, des grosses merdes, on peut le dire, hein, poudrées, puisque d'ailleurs la mode à cette époque-là, c'est je pense, un marqueur de dégénérescence, n'est-ce pas? Lorsque les castes ont besoin de se reconnaître par justement des artifices comme ça esthétiques, c'est là que ça devient une dégénérescence, je pense. Bref, passons. Poursuivons vers la deuxième caste, les administrateurs, aujourd'hui totalement dominants. Donc c'est la caste dominante, la caste de l'argent. Hein. Ce sont eux qui allouent les ressources, notamment financières, vers divers projets sociétaux. Elle est composée des métiers d'argent, hein. Donc les comptables, les banquiers, les commerçants et les analystes financiers en tout genre. Mais aussi des métiers d'influence et de médiation. Donc les journalistes, les avocats, les notaires, bref, il s'agit de la bourgeoisie que nous connaissons si bien. Donc tous les métiers dits intellectuels à la rigueur, hein, même si certains métiers intellectuels se retrouvent dans la dernière caste aussi. Donc la bourgeoisie, hein, telle qu'on la connaît, qui accumule comme ça, qui veut garder son statut, puisqu'elle est assez proche en réalité de la première caste, en réalité, d'un point de vue, parce qu'elle est attachée au matériel, à l'argent notamment, mais pas que. Bref. Il s'agit de bourgeoisie qu'on connaissons si bien, et agit comme intermédiaire entre la volonté du pouvoir temporel et sa réalisation par les laborieux. N'est-ce pas? Donc les laborieux, ce sont les petites mains, hein, qui vont faire de la matière, et pour reprendre la symbolique des castes chez les Indiens, d'Inde, hein, cette caste-là, ce sont les cuisses, hein, ce sont elles qui meuvent les pieds vers la terre. Bref. Donc ce ne sont pas la tête. Aujourd'hui, c'est le cas, justement, par rapport à la dégénérescence de caste. On a retiré l'autorité spirituelle, on a retiré le pouvoir temporel, donc il reste deux castes. Il reste la caste des bourgeois, le capitalisme financier, pour parler en termes marxiens, encore une fois, et leurs serviteurs, les prolétaires. Pour parler, voilà, donc il y a cette dualité entre ces... Enfin, il ne reste finalement qu'une dualité, qu'une seule tension entre deux castes, évidemment, le lumpenprolétariat, si vous voulez, qui est la caste de dégénérescence, enfin qui est la non-caste, hein, finalement. Je retrouve mon texte. Donc, les bourgeoisies. Elle tire sa vertu de la justesse de ses décisions par sa résultante pragmatique. Voilà. Donc, c'est là toute justement la vertu de cette caste, hein, c'est quand tu arrives à prendre des bonnes décisions financières, d'orientation sociétale. Après, qu'est-ce que ça veut dire, n'est-ce pas? On connaît la politique, on connaît les lobbies, on connaît tout ça. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Mais tombe dans le vice, soit par appât du gain et gourmandise, hein, donc la cupidité, encore là, on retombe sur les poncifs des péchés capitaux chrétiens, soit par excès de zèle utopiste aussi. Hein, donc, par excès de gain et de gourmandise, on peut y voir la droite, et par excès de zèle utopiste, la gauche, exactement. Et vous voyez que, exactement, je suis en train de pusoyer mon propre discours, bref, n'importe quoi. Donc vous voyez qu'en fait, ces deux vices-là se retrouvent dans les caractéristiques des camps politiques aujourd'hui dominants. Hein. Donc la droite, disons, la droite libérale, financière, et la gauche progressiste, pour parler en termes de manière assez caricaturale. Vient ensuite les hommes de puissance, la troisième caste, le pouvoir temporel. Ils sont guerriers, rois et politiciens. Alors politiciens, pas les politiciens de pacotille que nous avons aujourd'hui, hein, les politiciens au sens strict de ceux qui sont aptes à gérer la police, hein, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si on devait prendre par exemple trois politiciens très connus aujourd'hui, donc Emmanuel Macron, Vladimir Poutine et Donald Trump. Je l'avais en tête mais j'ai oublié son nom. Donc Donald Trump, ça a beau être un homme de la bourgeoisie, hein, voilà, du pouvoir financier, il exerce le pouvoir à mi-chemin entre l'homme de puissance et justement le pouvoir financier, un petit peu entre les deux. Emmanuel Macron, ça a beau être peut-être moins un homme financier que Donald Trump, parce que c'est pas un milliardaire, bon bref, il exerce le pouvoir comme un putain de gros bourgeois qui fait ce qu'il veut. Voilà.
Donc ce n'est pas un homme ce n'est pas un homme de puissance, mais Emmanuel Macron, c'est un petit bourgeois de merde. Je dis, Monsieur le Président, vous êtes un petit bourgeois de merde. Voilà. Et si on prend Vladimir Poutine, lui par exemple, c'est plutôt l'homme de puissance plus que l'homme de bourgeois en fait en réalité. Encore là dans sa manière d'exercer le pouvoir, de faire de la diplomatie et compagnie. On le voit notamment par rapport à ces oligarques. Voilà. Donc, qu'on n'aime pas ces politiciens, je n'aime particulièrement, pas forcément l'un plus que l'autre, hein, bien que j'ai taclé notre président, mais ça c'est gratuit parce que je suis français. Voilà. On peut y voir des différences quand même, et que ces hommes-là ne sont pas vraiment du même bois en fait. Voilà. Ils ont différentes caractéristiques qui leur font gérer leur pays et leurs alliés ennemis différemment. Voilà. Donc qui sont guerriers, rois et politiciens. On y retrouve aussi les individus performatifs. Donc là, on sort un petit peu du cadre classique historique, hein, parce que d'ailleurs, je n'ai aucune vocation à vous faire un exposé sur quelles sont les castes d'un point de vue formel, historique et réaliste. Hein. En réalité, c'est assez peu rigoureux. C'est pour plus caractériser des archétypes. Bref. Donc on y retrouve aussi les individus performatifs, comme les sportifs de haut niveau, mais aussi les séducteurs, hein, les fameux hommes à femmes, hein, par exemple. Donc ce sont, finalement, c'est l'homme de puissance, ça dit aussi dans le terme. Pourquoi homme et pourquoi pas femme en réalité? C'est parce que sans doute que la testostérone apporte certaines choses, une certaine capacité comment dit-on, de catalyseur vers la puissance. Bon, c'est relativement connu. Voilà, il y a aussi des femmes, hein. Prenez une Margaret Thatcher par exemple, c'est une femme de puissance. Prenez certaines femmes aussi proches des rois, une Catherine, une sainte merde, Catherine de Paris, quelque chose, alors, je me souviens plus exactement. Mais voilà, il y a des femmes de puissance aussi, qui sont historiquement plus discrètes certes, mais qui existent aussi. Voilà, donc ça c'est pour faire plaisir à toutes mes amies féministes. Donc voilà, séducteurs à femmes, bref, donc les séducteurs, donc ceux qui ont besoin d'exprimer leur puissance pour acquérir, pour conquérir en fait. En somme, voilà, donc oui, la différence, voilà, j'ai dit conquérir, acquérir. Les bourgeois veulent acquérir, les hommes de puissance veulent conquérir. C'est différent. En somme, tout individu qui a pour caractère dominant d'exprimer sa puissance par sa personne, sans détour ni intermédiaire. Donc l'homme de puissance n'a pas besoin d'argent, en tout cas au début, certes ils vont l'acquérir parce que certaines choses vont ensemble, certes, mais les hommes de puissance, et c'est pour ça que je dis que Trump est un homme de puissance, parce que c'est pas que l'argent, il a aussi un charisme qui rend un homme, qui fait qu'il devient un homme de puissance, entre autres, ce qu'Emmanuel Macron n'a pas du tout. Voilà, donc il n'a pas besoin d'un intermédiaire, il n'a pas besoin d'une belle voiture, il n'a pas besoin d'une belle montre, hein, il n'a pas besoin d'acquérir de la richesse matérielle pour exprimer sa puissance, il l'exprime naturellement par son être, en fait. Voilà. J'en connais certains, n'est-ce pas? Petit clin d'œil. Leur rôle à haute responsabilité, parce que là on tombe dans les castes, on tombe dans les deux dernières castes qui sont les castes les plus importantes humainement, d'un point de vue de particularisme et de caractère, parce qu'elles sont aussi les plus rares. Bref, leur rôle à haute responsabilité consiste à user de leur puissance en direction indiquée par les sages spirituels, donc la caste au-dessus. Leur vice propre est évidemment l'excès de conquête et l'ego, hein, on connaît très bien ça. Sans doute que Napoléon est peut-être le plus symbolique de ça, hein, même s'il a aussi beaucoup de vertus. C'est peut-être même l'homme de puissance par excellence, Napoléon, dans toutes ses vertus et dans tous ses vices. L'histoire l'a assez souvent démontré. Évidemment, le régime nazi aussi est proprement un régime d'excès de conquête et de puissance. Ça aussi, c'est une tautologie, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà. Alors, un petit coup de chicorée, j'ai la gorge desséchée. Alors, nous en venons donc à la quatrième et dernière des castes, celle de l'autorité spirituelle, hein, qui n'existe absolument plus ou qui est totalement dégénérée. Regardez aujourd'hui le catholicisme. C'est quoi ce truc? Enfin bref. Alors je suis pas catholique moi-même, hein. À la rigueur je suis de culture chrétienne et j'ai certains rapports symboliques au christianisme, mais non, je ne suis pas catholique. Voilà.
je le précise. Donc je disais, alors ouais, celle qui étudie le monde, ses lois, son évolution, son sens. Ce sont les prêtres, les sages, les philosophes, certains artistes de très haut degré, et les scientifiques antiques. Alors je précise scientifiques antiques, puisque une bonne partie de la science aujourd'hui, donc il y a les scientifiques, vous savez, les grands scientifiques, je dirais, qui avaient une intuition par rapport au monde et qui avaient véritablement, beaucoup de scientifiques en fait, du XXe siècle étaient un peu comme ça, qui n'avaient pas vocation de fragmenter le réel pour fragmenter le réel, comme c'est le cas dans la plupart de la pratique scientifique moderne, mais qui avaient véritablement cette espèce de quête de, non pas de trouver dans la matière, mais plutôt de trouver ses lois, de trouver les lois divines. Il y a beaucoup de discours d'Einstein qui vont dans ce sens-là, notamment, pour ça je parle des scientifiques antiques, puisque les antiques, donc les Grecs antiques, si on prend les philosophes antiques, en réalité avaient une vision totalisante de la science, de la philosophie, de toutes les choses, et une vision qui était non pas fragmentaire et non pas spécialisée, ultra spécialisée comme aujourd'hui, mais une vision d'ensemble du monde. Et je pense que c'est vers cela que nous devons nous tendre, justement, par la nuance, puisque justement, et le discernement, puisque cette surspécialisation, cette fragmentation, cette solidification, pour parler en termes guénoniens du monde, elle nous enferme dans une capsule de plus en plus petite du monde, et nous empêche de l'apprécier dans toute sa complexité et ses nuances. Telle une fractale, le monde a une forme déterminée, mais il se répète lui-même, il a des nuances qui, certes, sont différentes de la forme de base, mais si on continue à zoomer, on retrouve les mêmes formes. Bref. Je pense que là-dessus, c'est encore un sujet fascinant et extrêmement complexe, évidemment. Donc les lois, donc les prêtres, les sages, les philosophes, machin. Donc, par le verbe, le symbole et le rite, ils formalisent le monde afin de le rendre tangible aux autres ordres. Voilà. Puisque c'est le rôle en fait d'étudier ça. Évidemment, on n'a pas l'ouvrier qui a le temps le soir d'aller étudier la métaphysique, bien évidemment. C'est le cas aussi du bourgeois et c'est le cas de l'homme de puissance, ils ont d'autres rôles. Donc, l'homme spirituel, au sens de ce terme, au sens fondamental de ce terme, consacre sa vie à l'étude de ces choses-là. Donc ils sont les capteurs permettant de récolter les données sur l'étude du monde, sur l'état du monde, afin de rééquilibrer constamment, grâce au pouvoir temporel, celui-ci. Donc le pouvoir temporel, c'est le bras armé, en quelque sorte, du pouvoir spirituel. Alors, évidemment, il y a toutes les dérives. Là, on peut me parler de l'Église catholique. Alors, il faut distinguer d'abord l'Église catholique dans son sens justement spirituel, christique et autorité spirituelle, et l'institution qui devient finalement, si vous avez suivi le texte, administrative, voilà, qui vise à gérer les gueux et compagnie, quoi. Donc ça, c'est très différent. C'est très différent en réalité. Il y a justement une forme de dégénérescence où on passe de l'autorité spirituelle pure avec ses symboles et compagnie à devoir descendre pour gérer des masses humaines. Et c'est cette descente vers les masses humaines qui la détériore quelque part. Voilà. Puisque justement, les gens qui s'occupent de masse humaine sont pas forcément bons, quoi. Donc ils sont les capteurs permettant la récolte de données sur l'état du monde, afin de rééquilibrer constamment celui-ci. Leur vice consiste à user de leur haut savoir dans l'optique de renverser l'ordre cosmique à leur avantage. Égotique, bien évidemment. Donc là, on est dans, si on est dans les cercles de Dante, on est dans une forme de trahison de la connaissance. Vous savez, par exemple, la question de la liberté d'expression. Pourquoi nous considérons certains propos comme devant être contrôlés par une autorité, comme devant être limités dans l'espace public? C'est parce que certains concepts, certaines conceptions, certaines paroles sont véritablement dangereuses. Et c'est aussi le cas de certaines connaissances d'ordre spirituel, d'ordre scientifique, d'ordre ce que vous voulez, puisqu'elles peuvent mener entre de mauvaises mains. Prenez par exemple l'eugénisme, typiquement, l'eugénisme c'est un produit de la science. L'eugénisme entre de mauvaises mains peut mener à, même l'IA en réalité c'est aussi ça, peut mener à une mécanisation et à une espèce d'autodéterminisme bizarre de l'homme qui le rend mou, qui le rend dégueulasse. Voilà, donc c'est pareil pour la liberté d'expression. On considère que certaines idées ne doivent pas être transmises. Voilà, bon. Pour ne pas être reçues entre de mauvaises mains. Bon. En réalité, ces mauvaises mains trouveront quand même le moyen d'y accéder tout de même. Bref. Mais c'est une question de principe. Il est évident
qu'aujourd'hui, toutes ces castes ont largement périclité vers leur pôle inférieur. Ceci est d'ailleurs évident au vu de l'histoire de France. Donc, j'en ai parlé. Je pense même que l'histoire de France est peut-être, de toutes ces histoires des civilisations, la plus caractéristique de ça. Hein. Autant c'est pour ça que l'histoire de France est aussi fascinante. C'est pour ça que la France est un produit, est un produit de l'humanité qui est fascinant. La France est un produit mythologique réellement, au plus haut degré du terme. Hein. C'est-à-dire qu'elle a créé un mythe, elle a accouché de grandes choses et des pires choses aussi. Hein. Pensez justement à toutes les dégénérescences qu'il y a eu en France, hein, que certains voient d'un bon oeil, bon, pourquoi pas. Mais tout de même, il y a des grands mouvements en France qu'il n'y a pas eu ailleurs. Enfin, qu'il y a eu ailleurs, mais peut-être pas avec autant de force, autant de vigueur, et peut-être pas forcément... bref, vous avez compris l'idée. Donc là, je mets entre parenthèses le gallicanisme et la révolution. Je ne suis pas forcément anti-gallican, hein, même plutôt, en fait, en réalité, d'une certaine façon, par chauvinisme. Mais voilà, il faut avouer que cette tension entre pouvoir, entre autorité spirituelle et pouvoir temporel vers le début de la Renaissance est néfaste en réalité sur le long terme. Et c'est peut-être ça qui démarre le début de la modernité. Bon, je lance ça comme ça. Hein. Voilà. Donc, c'est tout pour ce texte, hein, pour ce texte plus long que d'habitude, et peut-être plus complexe, mais peut-être plus clivant, n'est-ce pas? Parce que là, je parle de casse, voilà, c'est assez essentialisant, mais le but de ce texte-là, j'espère qu'il vous aura donné peut-être des clés pour identifier quelle est votre dominante, en fait, par rapport au monde. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai aussi écrit ce texte en prenant en tête certains des gens que je connais, hein, finalement, en fait, la plupart des gens que je connais peuvent se retrouver dans une de ces castes, entre guillemets. Donc, certains dans les hommes de puissance, hein, certains justement dans les castes d'autorité spirituelle, donc qui sont des artistes, des contemplatifs, qui ont cette vocation-là, qui n'est peut-être pas développée à 100%, n'est-ce pas? Parce que nous sommes des êtres humains qui avons justement, comme je l'ai dit au début, je le répète et je ne le répéterai jamais assez, qui avons des nuances. Et ce sont ces nuances qui font de chacun de nous des individus. Voilà. Donc nous devons prendre, et on en parlera justement plus tard, nous devons prendre ce qui est essentiel chez nous. Et ce qui est essentiel, c'est, vous savez, il y a cette marotte, hein, chasser le naturel et il reviendra au galop. Eh bien, en général, on parle de ça pour justement les vices qu'on a et qu'on essaie de maîtriser. Alors il y a ça, mais il y a aussi toutes les choses bonnes, entre guillemets, auxquelles on revient constamment. Hein. Par exemple, moi, je reviens constamment à l'écriture, par exemple. C'est quelque chose qui revient toujours, par période et compagnie. Bref, je ne veux pas tergiverser, mais voilà, je connais plein de gens qui ont leurs propres obsessions, hein, si on peut dire les choses ainsi. Et vous avez sûrement les vôtres, et c'est sûrement quelque chose qui fait partie de votre nature qu'il faut exploiter, hein, qu'il faut tendre vers, qu'il faut converger, et non pas se perdre dans tout un tas de promesses du monde moderne, hein, d'argent, de matériel, etc., qui finiront par vous perdre. Voilà. Parce que j'ai aussi des exemples de gens qui se sont perdus dans tout ça, et c'est très triste. Voilà. Donc merci pour cette écoute, et puis donc la prochaine vidéo, je ne sais pas sur quoi elle sera. J'ai peut-être envie de faire une vidéo réaction, hein, voilà, comme tous ces youtubeurs de news, hein, qu'on voit, sur le relativisme du beau par rapport à une sortie récente de Charlie Danger, hein, Danger, je ne sais pas trop, que je connais un petit peu, mais sans plus. Bref, je n'en dis pas plus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette vidéo, parce que j'aimerais ici parler aussi beaucoup d'art, de métaphysique de l'art notamment, d'autres choses. Donc la vidéo aussi sur le discernement arrivera, et sur la triade de l'artiste aussi, lorsque nous entamerons ce travail de la métaphysique de l'art. Bon, bref, sur ce, je vous laisse. Bonne journée, bonne soirée, ce que vous voulez. Et comme j'aime bien dire, à la revoyure.